Ok, petit exercice. Imaginez-vous avec votre oncle en train de faire votre meilleure randonnée en pleine montagne. Vous marchez inlassablement quand d'un coup votre oncle se met à délirer totalement. Il part tout seul et commence même à saboter votre matériel. Vous êtes à des kilomètres de toute civilisation et vous n'avez aucun réseau. Alors comment réagissez-vous ? Eh bien vous allez voir comment Léo, lui, a fait dans l'une des 3 histoires qu'on s'apprête à vous raconter. Une chose est sûre en tout cas, ce qui s'est passé est terrifiant. Heureusement que ce n'est pas arrivé à notre inox national. Mais avant de voir tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça nous aide énormément, vous le savez. Rejoignez-nous sur les réseaux et maintenant commençons sans plus tarder avec la première histoire. Bon, cette première histoire va peut-être te refroidir un peu, sans mauvais jeu de mots. Et dans notre cas, c'est Léo, 17 ans, qui nous raconte une randonnée qu'il a faite en montagne et qui, malheureusement, s'est très mal terminée. Bon, un peu de contexte, Léo c'est un ado très tranquille. On ne sait pas trop dans quel pays il est, n'hésitez pas à imaginer celui que vous voulez dans vos têtes, une chose est sûre, il habite à côté de la montagne. Et justement, la montagne, lui, ne pourrait pas s'en passer. Il est juste passionné par cette dernière. On imagine qu'il a dû kiffer le documentaire d'Inox du coup. Il adore faire des randonnées, dès qu'il peut, il s'en va faire des sentiers toujours plus difficiles. Le problème, c'est que dans sa famille proche, c'est un peu le seul à être dans ce délire. Ses parents sont plus du genre à chiller en regardant la montagne plutôt que d'essayer de la gravir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire dans quel team vous êtes. Son petit frère lui n'a que 8 ans, donc c'est encore un peu tôt pour l'emmener marcher des heures et pour faire des dénivelés de malade. Mais bon, au final, ce n'est pas très grave. Léo adore marcher seul, donc ce n'est pas un si gros problème en soi. Enfin, c'en est un depuis peu parce qu'il y a une rando que Léo adorerait faire, mais que ses parents ne veulent pas le laisser faire seul. Et ouais, effectivement, on les comprend parce que ça ne serait pas le plus safe, parce que cette rando consiste en une marche à faire sur 4-5 jours avec des dénivelés positifs et négatifs vraiment très vénères. Vous l'avez compris, il faut donc prévoir de quoi bivouaquer pendant plusieurs jours en tente, et l'idée qu'il soit seul à faire ça n'enchante pas vraiment ses parents, et franchement on les comprend. Le sommet est à plus de 4000 mètres, donc ça commence à faire pas mal. Et surtout ça monte très vite et très fort, donc ce n'est pas une rando pour les amateurs. Mais vous l'avez compris, Léo c'est son kiff, et il veut absolument la faire. Il fait donc la stratégie d'en parler à ses parents, il en parle matin, midi, soir, vraiment il ne s'arrête jamais. Et ça a l'air d'avoir marché, parce qu'un jour son père vient le voir et lui parle de Marc. Ouais, j'entends ce que vous me dites là derrière votre écran, mais qui c'est Marc ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire, Marc c'est tout simplement l'oncle de Léo du côté de son père. Bon, il ne se voit vraiment pas souvent en vrai. Marc a dû le voir 3-4 fois max dans les dîners familiaux, mais rien de plus. Mais la vraie raison pour laquelle son père parle de lui, c'est parce qu'il adore se dépasser physiquement. Il fait beaucoup de sport, surtout de la course en fait. Vous savez, c'est le genre de gars qui claque des marathons sans trop de difficultés. On en a tous un comme ça dans notre entourage. Bon, il ne fait pas beaucoup de randonnées pour le coup, mais vu ses conditions physiques, c'est clairement le candidat idéal pour faire cette rando avec Léo. Et justement, pour le jeune garçon, c'est l'occasion parfaite. Ses parents sont rassurés, Marc, avec son expérience, il saura gérer clairement. Alors c'est parfait, il fixe la date et pendant sa période de vacances, ils se rejoignent pour préparer cette petite expédition. Pour l'occasion, ils ont tout préparé, tente, nourriture pour 4 jours, de l'eau, bref, la totale. Léo est surexcité, il a trop hâte de démarrer et justement, après 1 ou 2 heures de route, ils arrivent enfin au pied de la randonnée. Et ça y est, c'est parti pour l'aventure. Au début de la rando, tout se passe très bien. Il fait beau, la montagne est magnifique et le sentier grimpe d'office très fort, donc c'est parfait. Léo sent l'effort monter, mais sérieusement, il kiffe. Marc, lui, est plutôt silencieux. Bon, en soi, rien de bizarre, hein. Léo se dit que c'est juste son style, surtout que de base, ils ne se connaissent pas trop, donc rien de surprenant. Les heures passent, l'attitude monte très vite et les deux commencent à sérieusement galérer. Mais bon, en soi, ils ont signé pour ça, donc ils font ce qu'ils ont à faire, un pas devant l'autre. La première soirée de campement sauvage se passe bien et le lendemain matin, ils reprennent vite la marche. En fait, il faut savoir qu'ils vont atteindre le sommet le plus haut relativement vite parce que ça monte très fort. La suite de leur rando fait une boucle et passe par d'autres sommets plus bas avant de revenir à leur point de départ. Et c'est cette journée-là que les choses commencent à devenir bizarres. Marc montre des signes de fatigue assez intenses. Il s'arrête vraiment très souvent et semble avoir très mal à la tête. Léo lui ça va, hein, tranquille, il ne se presse pas. Il s'adapte au rythme de son oncle, mais plus les minutes avancent, plus le comportement de Marc est étrange. Par exemple, il se met à parler complètement tout seul. Bon, là vous vous dites peut-être qu'il est en train de marmonner dans sa barbe, comme certains pourraient le faire pendant un gros effort. Mais non, il se met à parler à haute voix et à dire des choses qui n'ont aucun sens. Au début, Léo se retourne à chaque fois en croyant qu'il lui parle à lui, mais au bout d'un moment, il ne le fait même plus tellement il a l'habitude de le voir discuter tout seul. À ce stade de la randonnée, ils sont sur des sentiers difficiles de la montagne alors que ça monte vraiment très fort. Il y a des passages d'escalade vraiment, donc c'est clairement pas facile. Le sommet n'est plus qu'à quelques heures, mais Marc pense qu'ils ne vont pas y arriver avant la fin de la nuit.
Il s'arrête donc pour poser la tente, mais Mark continue d'être de plus en plus bizarre. Il se retourne d'un coup par exemple, comme si quelqu'un venait de lui taper sur l'épaule alors qu'il n'y a absolument personne. Il continue de parler tout seul, ça c'est un peu la base maintenant, et il se met à ignorer Léo quand il essaye d'avoir une discussion avec lui. Là, ça commence à devenir un peu flippant pour le jeune garçon qui s'isole en fait. La nuit tombe, Léo se retrouve donc perdu en pleine montagne dans cette tente avec Mark qui ne connaît pas si bien et qui semble littéralement perdre la tête. Bon, le jeune garçon se dit que la nuit va sûrement lui faire du bien et s'endort tranquillement. Le matin, quand Léo se réveille, il est seul dans la tente. Un peu inquiet, Léo sort et voit son oncle debout devant un paysage magnifique de montagne. Et là, avant même de dire un mot, Léo remarque sur le côté de la tente les gourdes qui étaient dans leur sac par terre. Bon, pourquoi pas, mais en fait le problème c'est que les gourdes sont totalement renversées et qu'il n'y a plus une goutte d'eau à l'intérieur. Léo est sous le choc, il demande à Mark tout de suite ce qui s'est passé, mais ce dernier ne répond pas. Quand il le regarde, il a même l'impression qu'il est en train de rigoler bêtement en continuant de fixer la montagne. Léo nous précise qu'à ce moment-là, la terreur s'est emparée de lui. Il est persuadé que c'est lui qui a fait ça. Et là, d'un coup, Mark se tord de douleur et attrape sa tête. Léo essaye comme il peut de l'aider, mais celui-ci refuse et devient même violent. Le jeune garçon lui demande ce qu'il a, mais Mark ne l'écoute pas et d'un coup se met à hurler de toutes ses forces. Le son résonne et provoque des échos dans la montagne tellement il hurle fort. Bon, cette fois c'est trop. Léo comprend qu'ils ont atteint le point de non-retour et décide qu'ils vont faire demi-tour pour rentrer au plus vite. Mais là, Mark s'énerve et refuse catégoriquement. Il lui dit qu'ils vont finir la randonnée et qu'il n'est pas question qu'ils redescendent maintenant. L'homme du haut de ses 1m90 est impressionnant et Léo, qui n'a que 17 ans, ne sait pas quoi faire. Pourtant, il sait que c'est la seule solution et insiste. C'est là que Mark pète littéralement un câble et se jette sur Léo en le plaquant tel un rugbyman professionnel. Léo se cogne la tête par terre et se met à lutter littéralement contre son oncle. C'est terrible comme situation. Et c'est quasiment pile poil à ce moment-là que deux hommes débarquent un peu de nulle part et attrapent Mark pour essayer de l'immobiliser. À trois, avec l'aide de Léo, maintenant ils y arrivent et Mark finit par se calmer et même à s'excuser. En fait, les deux gars ont bivouaqué pas très loin d'eux et sont venus quand ils ont entendu quelqu'un hurler, croyant que quelqu'un était tombé ou quelque chose du genre. Après quelques minutes, Mark semble reprendre ses esprits et accepte finalement l'idée de redescendre. Les deux randonneurs leur filent un peu d'eau pour la route et le duo improbable démarre sa redescente. Imaginez bien, l'ambiance est au plus mal, mais tant que Mark descend, Léo est content. Finalement, malgré ses plaintes à cause du mal de tête fulgurant, les deux arriveront à retrouver la voiture enfin. Léo n'a malheureusement pas le permis, donc ce n'est pas lui qui conduit, mais heureusement l'oncle arrive à les ramener sains et saufs. Une fois arrivé, il leur explique tout ce qui s'est passé et c'est finalement son père qui emmènera Mark à l'hôpital. Après ça, Léo ne va pas vraiment avoir de nouvelles. Son père va juste lui dire qu'il continue de lui faire des examens, mais qu'il pense qu'il a dû faire un œdème cérébral à cause de la montée en altitude trop rapide. En fait, c'est l'une des seules choses qui pourrait expliquer les hallucinations et tout ce qui s'est passé en haut de cette montagne. En tout cas, depuis ce jour et jusqu'au moment où Léo partage son histoire, il n'a jamais revu son oncle. Ses parents évitent le sujet, lui affirmant qu'il va bien maintenant. Cette histoire a tout de même un peu refroidi le jeune Léo qui n'a pas fait de randonnée avant un bon bout de temps, mais vu qu'il s'agit vraiment d'une passion pour lui, il a bien entendu repris, mais il n'oubliera jamais ce jour où son oncle a failli le tuer en haute montagne. Ok, pour cette histoire, remontons un peu dans le temps pour aller en avril 2003, donc il y a déjà un peu plus de 20 ans. Nous sommes dans un coin de montagne tranquille en France et plus particulièrement au Grand Bornand en Haute-Savoie. D'ailleurs Joe, il nous le dit pas dans la caméra, mais il est déjà allé plusieurs fois là-bas. Les randonnées, le ski, l'air frais, rien de plus paisible pour la famille Flactif qui y habite déjà depuis quelques années. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous aviez déjà été vous aussi. En tout cas, une chose est sûre, passer des vacances à la montagne, c'est toujours super cool. Et justement, c'est exactement dans cet état d'esprit qu'est Mario Leblanc, 14 ans. Pour vous expliquer un peu le contexte, il faut savoir qu'il habite en région parisienne avec son père biologique. Sauf que ce dernier est séparé de la mère biologique de Marco, ce qui fait que le jeune garçon ne la voit pas si souvent que ça. Et sa mère en question, en parallèle, s'est remariée avec Xavier Flactif et a eu 3 enfants avec lui qui ont, au moment de cette histoire, 10, 9 et 7 ans respectivement. Bon, même si Mario ne voit pas souvent sa mère, il faut savoir qu'il s'entend très bien avec elle et même sa belle famille en fait. Et lorsque toute cette histoire se déroule, ça fait 2 mois que le jeune garçon n'a pas vu sa mère. Et étant donné qu'elle lui manque vraiment, il décide de consacrer ses vacances scolaires à un petit voyage au Grand Bornand, ville dans laquelle vivent sa mère et sa nouvelle famille.
Clairement, il a juste beaucoup trop hâte de les voir et de changer d'air. Et d'ailleurs, c'est vachement réciproque. Mario a parlé à sa mère quelques jours avant son départ et cette dernière lui a dit que les enfants étaient vraiment impatients qu'il n'arrive. Bref, tout se passe parfaitement bien. Mario se met en route un samedi matin et prend le train pour aller jusqu'au domaine montagneux. Il devait à la base venir vendredi, mais ça lui aurait fait louper une journée de cours. Et ça, c'était hors de question pour son père. Bref, pendant que Mario fait tranquillement ses 6 heures de train qui le séparent de sa mère, parlons un peu de son beau-père, Xavier Flactif, 41 ans. C'est en fait un promoteur immobilier qui a franchement bien réussi. Il possède plusieurs chalets dans la région et il mène une vie confortable avec sa compagne, la mère de Mario, qui s'appelle d'ailleurs Graziella Ortolano, qui a 36 ans. Et les 5 vivent dans un chalet luxueux à Chinaillon pour être exact, vraiment pas très loin du Grand Bornand. Tout le lieu est entouré de montagnes et d'une ambiance paisible incomparable. Pour eux, c'est vraiment le rêve. Et dans ce décor, rien de mieux pour surfer entre le travail, les randonnées avec les enfants en été et le ski en hiver. Et là, lorsque l'histoire se déroule, ils attendent tous impatiemment Mario qui ne devrait plus tarder maintenant. Et effectivement, le jeune garçon arrive à la gare, mais n'arrive pas à joindre sa mère. Bon, en soi, ce n'est pas très grave, elle est très probablement en réunion quelque part avec Xavier, parce que oui, ils travaillent ensemble. Et donc, sans la prévenir, il prend le taxi pour se rendre jusqu'au chalet. Jusque-là, rien de très inhabituel, c'était déjà arrivé plusieurs fois que lorsqu'il arrive, sa mère soit occupée par son travail. Et donc, dans ce contexte, Mario arrive enfin au chalet, les montagnes sont là, mais il n'y a personne d'autre. Les volets sont tous fermés, les rideaux sont tirés, ce qui signifie bien qu'il n'y a personne. Bon, pas très grave en soi, c'est vrai que Mario n'y avait pas pensé, mais dans cette région, les vacances scolaires n'ont même pas commencé. Il se dit donc que les enfants sont très probablement en cours et les parents au travail. Mais bon, Mario essaye quand même de les avoir au téléphone, mais personne ne répond. Heureusement, le jeune garçon connaît des amis de la famille qui habitent pas loin et décide de se rendre chez eux. Et les heures passent, et toujours aucune nouvelle de sa famille. Là, ça commence sérieusement à devenir bizarre. Ne sachant pas trop quoi faire, les amis de la famille proposent au jeune garçon de dormir chez eux et de retourner les voir le lendemain. Et bien qu'acceptant la proposition, à ce stade-là de l'histoire, Mario commence sérieusement à s'inquiéter. Il le sent, c'est beaucoup trop chelou, quelque chose ne va pas. Bref, la soirée passe, il se met au lit, mais ne dort clairement pas très bien, vous l'imaginez. Bon, le lendemain, dès la première heure, lui et les amis qui l'ont accueilli se rendent tous à nouveau au chalet, mais toujours personne. C'est vraiment très bizarre et inquiétant même. Cette fois, c'est beaucoup trop. Mario décide de faire le tour de la maison, histoire de voir s'il peut rentrer dedans, et bingo, la porte arrière de la maison n'est pas verrouillée à clé. Il décide donc de rentrer dans la demeure, et là, rien à signaler. La maison est absolument nickel, rien ne dépasse, pas même une poussière en trop. Les oreillers du canapé sont rangés pile poil dans l'ordre, ce qui n'arrive absolument jamais, surtout avec 3 enfants aussi jeunes dans la maison. Complètement intrigué, Mario monte à l'étage et il s'aperçoit qu'il n'y a pas de drap sur les lits. Autre détail encore plus chelou, sur le bureau de sa mère, il trouve son ordinateur et ses papiers. Ouais bon, là vous le sentez, ça pue vraiment cette histoire. Continuant son tour du propriétaire, il se rend dans la cuisine et voit que les casseroles ne sont pas lavées. En fait, on dirait vraiment que quelqu'un a mangé ici la veille et qu'ils ont disparu en un claquement de doigts. Bien entendu, Mario et les voisins sont complètement morts d'inquiétude, la police est tout de suite avertie et Mario, lui, va rester chez les amis de la famille, ne comprenant absolument rien à ce qu'il se passe ici. Quelques jours vont défiler, son père biologique et sa tante finissent par le rejoindre, histoire de ne pas le laisser tout seul. Et Mario le sent, c'est palpable, mais eux sont bien plus inquiets et semblent réellement comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui n'est pas son cas, on vous le rappelle, le pauvre n'a que 14 ans et ne réalise absolument pas ce qu'il se passe actuellement. Tous les regards se braquent alors sur le beau-père de Mario. Des théories commencent à émerger, ce serait un mafieux et il en aurait fini avec sa famille avant de disparaître soudainement. Et c'est à ce moment-là, dans tout ce brouhaha, qu'un locataire d'un chalet dont Xavier est propriétaire commence à déverser sa haine sur lui, et ça en public, c'est vraiment passé à la télé sur TF1. On vous met des extraits, lui c'est David Otia, un mécanicien de 31 ans qui est avec sa compagne Alexandra Lefebvre. Les deux sont littéralement voisins de la famille Flactif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, moi c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... et puis que... je sais pas ce qui s'est passé quoi. Bref, quelques jours plus tard, l'enquête est au point mort et Mario est autorisé à retourner dans la maison avec la police et découvre que l'ordinateur de sa mère a disparu. En constatant ça, tout le monde comprend. Là, cette fois, ça peut plus être une fugue ou une simple disparition. C'est beaucoup trop étrange. La police commence donc à faire des analyses et découvre du sang partout dans le chalet. Il n'y a donc plus de doute. La famille entière a été tuée dans cette maison et il reste des traces un peu partout. Mais alors, comment ça s'est terminé ? Eh bien, nous sommes maintenant en juillet 2003 et les analyses tombent.
un ADN supplémentaire a été retrouvé. Il s'agit de celui de David Ochia, le fameux voisin locataire. Et sous la pression et toutes les questions, il finit par tout avouer à la police. Et là, attention, on rentre vraiment dans l'horreur. David explique que tout a commencé par une dispute avec Xavier. Ce jour-là, il allait chez lui pour s'expliquer, mais les choses ont complètement dégénéré. Selon lui, il voulait simplement lui faire peur avec une arme, mais le coup est parti trop vite. Xavier décède sur le coup, sous les yeux de sa famille, et pris de panique, il décide d'éliminer toute la famille pour ne laisser aucun témoin. Apparemment, David ne supportait plus de voir Xavier réussir, de voir cette famille vivre confortablement pendant que lui peinait à subvenir à ses besoins. Ce ressentiment s'est peu à peu transformé en haine, puis en violence extrême. Vous l'imaginez bien, c'est le choc absolu et absolument indescriptible pour le jeune Mario qui était tout simplement censé venir pour des vacances à la montagne. Cette histoire le traumatisera certainement à jamais, surtout que, rappelez-vous, il était censé venir vendredi, jour du meurtre, mais son père avait refusé qu'il ne loupe une journée d'école. Le jeune garçon est donc condamné à vivre avec cette question perpétuelle. Est-ce que s'il avait été là, il aurait pu changer les choses ? Malheureusement, on ne saura jamais, et cette interrogation ne trouvera jamais de réponse et continuera de le hanter toute sa vie. Ah, le calme de la montagne. C'est vrai que c'est quelque chose dont j'adore profiter quand je fais des randonnées. Se poser et écouter le silence d'un environnement que clairement on ne retrouve pas en ville. Malheureusement, et vous allez le voir avec cette histoire, ce silence va très vite être brisé, vous allez comprendre. Antoine bosse dans une entreprise de sécurité en Australie, entouré d'une bande de collègues avec qui il s'entend plutôt bien. Vous savez, c'est le genre d'équipe où on peut aller boire un verre après le boulot, discuter un peu de tout et de rien, mais il y a toujours ces quelques personnes qui restent un peu en marge. Parmi eux, deux frères, Bill et Luke, récemment arrivés. Ces deux-là, c'est un peu un duo inséparable qui passe leur nuit à bosser avec Antoine. Et quand on vous dit qu'ils sont un peu particuliers, on le pense vraiment. En fait, ils ont un délire très spécifique, ils sont fans d'armes à feu. Vraiment, ils en parlent tout le temps. Ils en parlent à la machine à café, vraiment comme vous quand vous parlez de foot ou de cinéma. Et ça, à force, ça intrigue un peu Antoine. Il n'a jamais touché à une arme de sa vie, mais voilà, l'idée germe en lui, chacun son délire après tout. Et en fait, il est un petit peu influencé par son coloc Don, qui lui possède carrément une arme à feu. Du coup, un soir, il se dit qu'il va tenter l'expérience avec Don et faire une petite séance de tir. Et bien sûr, vu qu'il va faire ça, autant en parler à ses collègues Bill et Luke. Ne connaissant absolument rien, il leur demande s'ils ont un bon spot à lui recommander, et direct, les deux frères sautent sur l'occasion. Ils ont un spot en tête qui se trouve en pleine montagne. Bon, il faut rouler un peu, puis marcher, mais au moins ils sont entourés d'un massif montagneux qui est vraiment très tranquille. Selon leur dire, ils n'ont jamais croisé personne là-bas. Antoine prend les coordonnées sur Maps et les remercie pour le conseil. Le lendemain matin, Antoine et Don se lancent. Il est 10h quand ils arrivent sur place, après une bonne quarantaine de minutes de route en montagne. Ils garent la voiture et marchent environ 200 mètres avant de trouver le fameux spot. Tout semble parfait, ils commencent à descendre tranquillement, prêts pour démarrer cette nouvelle expérience. Et là, petite pause, il y a un petit détail qui a son importance. Antoine porte son fameux sweat jaune à capuche. Et il a vraiment insisté pour le mettre, parce qu'en plus de tout simplement l'apprécier, il le porte pour être sûr de ne pas être pris pour cible par des chasseurs par exemple. Les deux amis entament donc la descente, mais à peine ont-ils fait le quart du chemin qu'ils aperçoivent un groupe de tireurs là où ils comptaient s'installer. Bon, c'est un peu un coup dur, Antoine n'a absolument pas envie de partager ce moment avec d'autres gens. En plein milieu de leur chemin de rando, Antoine et Don s'arrêtent pour réfléchir sur ce qu'ils vont faire. Bon, en vrai, pas trop le choix de toute façon, ils décident de faire demi-tour et de reporter à une prochaine fois. Mais malheureusement, c'est là que le calme de la montagne va laisser place à un vacarme digne d'un film d'horreur. À peine ont-ils commencé à remarcher que d'un coup des bruits de tir se font entendre. Bon, pas trop de surprise en soi au début, Antoine sait très bien pourquoi ce groupe est là, donc normal d'entendre des bruits de tir. Mais après une demi-seconde à peine, il entend un sifflement qui lui est inconnu, puis il voit les rochers à côté de lui éclater en mille morceaux. Antoine ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, mais très vite il réalise l'horreur de la situation. Les gens qu'ils ont vus sont littéralement en train de lui tirer dessus. À ce moment-là, les deux amis sont dans le flanc de la montagne, il n'y a donc aucun abri immédiat. Bien entendu, ils se mettent tous les deux à paniquer complètement, ils entendent les balles siffler dans leur direction, et il n'y a pas qu'une seule personne qui tire avec une seule arme, ils sont sûrs qu'il y en a au moins 3 avec 3 armes différentes. C'est là qu'Antoine aperçoit Don, déjà en train de courir en zigzagant pour éviter les tirs.
Et malgré le chaos de la situation, il comprend pourquoi. Don a en fait repéré un espèce de petit plateau à une vingtaine de mètres, leur seule chance de s'abriter à ce moment-là. Antoine se met à courir lui aussi, son cœur bat la chamade alors qu'il voit des balles lui frôler le crâne littéralement. À ce moment-là, il a vraiment l'impression qu'il peut mourir d'une seconde à l'autre, et ça c'est une sensation qu'il n'oubliera jamais. Une fois arrivé sur le plateau, ils se jettent par terre. Enfin, ils ont un petit peu de couverture, mais ils sont totalement coincés. Les deux hommes entendent encore les balles passer au-dessus d'eux, presque comme si elles creusaient dans l'air. Et vraiment, à ce stade-là, ça ne peut plus être un accident. Les arbres, les rochers, tout autour d'eux est en train de se faire pilonner. Ils le comprennent donc, s'ils osent relever la tête ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est terminé pour eux. Antoine hurle de toutes ses forces pour essayer de leur dire qu'ils ne sont pas des animaux, mais rien n'y fait, les tirs continuent d'affluer. Cette fois, c'est une certitude, Antoine est convaincu que ces tireurs savent exactement ce qu'ils font. D'ailleurs, il faut pas oublier, mais les deux sont aussi armés, donc en soi, ils pourraient riposter. Mais Antoine est catégorique, il ne veut pas. Il ne pourrait pas se pardonner de toucher une de ses cibles, même si c'est pour sauver sa vie. Alors, ils attendent, espérant que personne ne s'approche d'eux. Les minutes passent lentement, au moins 15 peut-être, c'est énorme. Et puis d'un coup, plus rien. Le silence total. Et à ce moment-là, il nous le dit, ce silence est presque plus angoissant que les tirs eux-mêmes. Pensant qu'il s'agit d'un piège, ils attendent encore 5 minutes de plus, et finalement ils jettent un coup d'œil par-dessus leur abri, et le groupe a totalement disparu. Ils ne sont plus là. Plus de tireurs, plus de véhicules, plus rien. Juste tout un tas de déchets laissés derrière eux. Bon, cette fois, ça y est, Antoine et Don décident qu'il est temps de se tirer de là, sans mauvais jeu de mots. En vitesse éclair, ils retournent jusqu'à la voiture et partent le plus rapidement possible. Une fois dans la voiture, le silence règne. Ils sont tous les deux sous le choc, littéralement. Ils ne pensent même pas à appeler la police parce que pour eux ça ne servira à rien. Après ça, leur vie reprend donc normalement, mais Antoine va apprendre un détail qui va le terrifier. Quand il revient au boulot pour sa prochaine garde, il raconte l'histoire à ses collègues, encore sous le coup de l'émotion. Il plaisante même un peu en remerciant Bill pour son super conseil. Ce dernier s'excuse et dit que les locaux sont parfois un peu violents. Mais c'est là qu'un autre collègue laisse échapper un détail qui fait tout basculer. Apparemment, Bill et Luke étaient eux aussi partis tirer ce matin-là dans la même région. Ouais, comme vous actuellement, Antoine est un petit peu interloqué et donc il interroge directement Bill. Et là, ce dernier a un comportement très étrange. Il se met à bégayer et dit un peu nerveusement qu'il n'était pas au même endroit que lui et qu'il était dans un autre spot. Antoine n'a bien sûr aucune preuve et il ne sait même pas vraiment pourquoi, mais à ce moment-là, c'était quasiment sûr pour lui. Bill et Luke faisaient partie des gens qui lui ont tiré dessus. Antoine est ultra vénère et il décide d'ignorer son mensonge et de le confronter immédiatement. Mais Bill, imperturbable, nie tout. Il change même un peu sa version, prétendant qu'il était à 2 km de là, que son GPS avait bugué, bref, son histoire n'est pas claire du tout. Antoine est sûr qu'il ment, mais en vrai, il ne peut rien faire. Il n'a aucune preuve, rien du tout, alors il laisse tomber. Les deux frères continueront à travailler avec lui pendant 2 ans encore, avant qu'Antoine ne déménage et ne les revoie plus jamais. Ce qui le perturbe le plus, c'est à quel point Bill est resté froid, sans émotion, comme un robot en fait. En tout cas, une chose est sûre, depuis ce jour-là, Antoine n'a jamais retouché à une arme. Ok la commu, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'au final, les gens sont bien plus dangereux que la montagne elle-même. Alors bien entendu les grands oufs, si vous avez vu le documentaire d'Inox et que vous vous êtes mis une déterre à entreprendre des randos comme lui, faites bien entendu attention à vous et à vos proches. Soyons prudents mais pas parano comme toujours. En tout cas, si vous avez apprécié, vous le savez, n'hésitez pas à liker, ça prend une demi-seconde pour vous, mais c'est hyper important pour nous. D'ailleurs, tous ceux qui sont pas abonnés, on vous voit, alors si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à le faire, ça prend vraiment une seule seconde. Ça nous aide énormément et vous pouvez activer la cloche pour être prévenu de toutes les sorties. Retrouvez-nous sur les réseaux pour du contenu original, sur Spotify si vous voulez nous voir en podcast, et je crois que c'est tout pour nous. C'était Kratos et Joe derrière la caméra, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! Et c'est une fin de tournage. Thread 1, enfin non du coup Thread 1, Montagne Joe. On est parti. On va juste faire le Melvin là, le thread pour Melvin, et donc maintenant on enchaîne avec le thread pour nous-mêmes, pour dimanche là, Montagne. Il s'arrête donc pour poser la tente, mais Marc continue d'être de plus en plus bizarre. Bizarre. Je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive là. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hey tout le monde, comment ça va? C'est des grands ouf. Ça c'est un coup dur les gars. Je me suis foutu partout. Putain, t'as vu, on s'est fait spammer par des bots là ce matin? Ouais, j'ai vu, on a reçu un message comme ça. Ouais, en vrai, easy, c'est pas très grave, je pense, pour les PNG, tant qu'on dit bien les noms à la fin, easy peasy. D'ailleurs, t'es en direct là en vidéo, donc si tu veux dire un truc, c'est le moment, mec. Je suis en train de manger un prince de lu.
N'hésitez pas à me dire si c'est sous-coté ou sur-coté.